Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures locales du Caire. C'est le temps donc de nos émissions, notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Mostafa Madbouli participe à un événement de haut niveau en marge de la conférence de l'ONU sur le développement. Des dizaines de civils tués et blessés dans Danton. Enfin, l'Iran suspend officiellement sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le journal en détail, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli doit participer à un événement de haut niveau en marge de la conférence des Nations Unies sur le développement sous le titre de Solutions à la dette pour la résilience et la réforme. Cet événement s'inscrit dans le cadre du financement de l'agenda de l'Afrique 2030 en Afrique au-delà. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a souligné la nécessité d'une intégration entre la politique étrangère et les politiques économiques afin de renforcer la position de l'Égypte au niveau régional et international. Les déclarations de Abdelati ont été faites lors de sa réunion avec le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib. Les deux ministres ont tenu une réunion avec plusieurs ambassadeurs dont le transfert est prévu prochainement aux ambassades et missions diplomatiques égyptienne étranger. Abdelati a salué la coopération et la coordination entre les deux ministères pour soutenir l'économie et le développement, soulignant le rôle central que jouent les ambassades égyptiennes étrangères dans la réalisation des objectifs économiques et commerciaux de l'État, notamment à travers l'attraction des investissements directs et étrangers, l'ouverture des marchés extérieurs aux exportations et aux entreprises égyptiennes. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a déclaré que ses représentants ont eu hier une réunion longue et productive avec les Israéliens sur Gaza. Il a assuré qu'Israël avait accepté les conditions nécessaires pour finaliser les termes d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, au cours duquel il va travailler avec toutes les parties pour mettre fin à la guerre. Trump a ajouté que les Égyptiens et les Qataris qui ont travaillé d'arrache-pied pour contribuer à la paix présenteront cette proposition finale en espérant que le Hamas acceptera cet accord. Des dizaines de civils ont été tués et blessés dans des intenses bombardements de l'occupation israélienne sur plusieurs zones de la bande de Gaza depuis ce matin. Ceci intervient suite au... Les Nations Unies ont renouvelé leur avertissement sur la détérioration des conditions humanitaires nécessaires à la survie des Palestiniens, soulignant que la bande de Gaza connaît une pénurie de moyens de subsistance et un abri limité en raison des attaques lancées par l'armée d'occupation israélienne. C'est ce qui ressort d'une déclaration publiée aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies sur son site web, dans laquelle elle documente plusieurs violations israéliennes contre les civils dans la bande de Gaza depuis dimanche dernier. Selon cette déclaration, la situation actuelle dans la bande de Gaza représente une situation alarmante qui exige une action urgente pour garantir l'ouverture de tous les points de passage et facilite toutes les opérations humanitaires, y compris l'acheminement efficace des fournitures essentielles à la survie. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé hier soir avoir intercepté un missile tiré du Yémen peu après que les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti dans le centre de Jérusalem. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a réagi en affirmant que le Yémen sera traité comme Téhéran et qu'Israël va frapper aussi les Houthis au Yémen. Selon le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarir, le missile visait l'aéroport international Ben Gurion. Les Houthis ont également lancé 3 drones contre des civils sensibles en Israël.
L'Iran a officiellement suspendu aujourd'hui sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, après avoir multiplié les accusations à son encontre depuis la récente guerre avec Israël. La télévision d'État iranien déclare que le président iranien Masoud Pezeshkian a donné son accord final à une loi qui suspend la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Il s'agit de l'entrée en vigueur de la mesure prise après la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin. Le 25 juin, on en demande du cessez-le-feu qui a mis fin à 12 jours de guerre. Le Parlement iranien avait voté massivement un projet de loi qui suspend la coopération entre la République islamique et cette agence de l'ONU. La loi a ensuite été approuvée par le Conseil des gardiens, l'organe chargé d'examiner la législation en Iran avant d'être ratifiée par le président iranien Masoud Pezeshkian et d'entrer ainsi en vigueur. Passons en Europe et plus spécifiquement le dossier ukrainien. Les États-Unis ont annoncé avoir cessé de livrer certaines armes à Kiev, disant s'inquiéter de la baisse de leur propre stock de munitions. Cette décision intervient au moment où, après 2 séances de négociations infructueuses à Istanbul entre délégations des 2 pays, l'Ukraine fait face à une intensification des attaques aériennes russes. Un commentaire tout de suite. La Maison-Blanche a annoncé que Washington a cessé de livrer certaines armes à Kiev. Selon une porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Anna Kelly, cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Cet arrêt des livraisons pour Kiev concerne notamment les systèmes de défense aérienne Patriot, l'artillerie de précision et les missiles Hellfire. Cette décision fait suite à des inquiétudes du Pentagone quant aux réserves de l'armée américaine sur lesquelles est directement prélevée l'aide militaire à l'Ukraine. Elle intervient au moment où, après 2 séances de négociations infructueuses à Istanbul entre délégations des 2 pays, l'Ukraine fait face à une intensification des attaques aériennes russes. Le nombre de drones longue portée lancés par la Russie a connu en juin une hausse de 36,8% sur un mois. Selon les chiffres de l'armée ukrainienne, la Russie a envoyé 5 438 drones d'attaque longue portée contre son territoire en juin, le nombre le plus élevé depuis février 2022. De nouvelles attaques ont été rapportées aujourd'hui à l'aube par les autorités ukrainiennes, dont une menée avec des drones contre une ferme du village de Borivisk, dans la région de Kharkiv, qui a fait un mort et un blessé. 2 autres attaques dans la même région ont fait des dégâts matériels, mais pas de victimes. De retour en Égypte, où le ministre du pétrole et des ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, le ministre du Travail Mohamed Gobran et le gouverneur de la mer Rouge ont rendu visite aux survivants de l'accident de Borj dans la région de Jabal el-Zayt, dans le golfe de Suez. Lors de leur visite aux survivants et aux blessés à l'hôpital, ils ont tenu à leur apporter un soutien psychologique et moral et leur souhaitant un prompt rétablissement. Les équipes médicales ont assuré aux 2 ministres que tous les soins médicaux nécessaires seront offerts aux blessés jusqu'à leur rétablissement complet. Les 2 ministres ont présenté leurs plus sincères condoléances aux victimes de l'accident, ou plutôt aux familles de victimes de l'accident, en pleurant Dieu de leur accorder sa miséricorde. Dans le domaine économique, les États-Unis, le Japon, mais aussi l'Inde et l'Australie se sont engagés hier à collaborer pour garantir un approvisionnement stable en minéraux critiques, alors que la domination de la Chine sur ces ressources essentielles aux nouvelles technologies suscite de plus en plus d'inquiétudes. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a reçu à Washington ses homologues de l'alliance de ce qu'il est appelé Quad, renouant avec l'Asie après un début de mandat accaparé par les guerres en Ukraine au Moyen-Orient. Dans un communiqué commun publié à l'issue de leur réunion, les ministres ont décidé de lancer une initiative commune dans le domaine des minéraux critiques, une expansion ambitieuse de leur partenariat visant à assurer la sécurité et la diversification des chaînes d'approvisionnement.
Le dollar reste stable hier après avoir réalisé au premier semestre 2025 sa pire performance depuis plus de 50 ans, plombée par les politiques commerciales et budgétaires de Trump qui érodent la confiance des investisseurs. Selon l'évolution du dollar index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes monnaies, le billet vert a perdu 10,8% sur les 6 premiers mois de l'année. Il s'agit de sa plus lourde chute pour un début d'année depuis 1973 et la fin du système de Bretton Woods qui l'imposait comme devise de référence. Passons donc au météo. La vague de chaleur qui a frappé des millions des Européens dès le début de l'été connaît son dernier jour en France aujourd'hui, se déplace vers l'Est et l'Allemagne. Les températures allant jusqu'à plus de 40 degrés a mis à l'épreuve des populations encore peu habituées de telles chaleurs extrêmes, comme dans la région parisienne en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Les détails. Il a fait plus de 40 degrés dans le sud de la France et 38 degrés à Paris mardi, mais il ne restera plus aujourd'hui que 4 départements du centre de la France en alerte rouge, le plus haut niveau de vigilance. Ce sera au tour de l'Allemagne de connaître son pic de chaleur avec 38 degrés attendu à Berlin. La Belgique a eu très chaud aussi avec plus de 35 degrés. Si les vagues de chaleur en été ne sont pas nouvelles après des décennies de combustion de charbon, de pétrole et de gaz responsables du réchauffement, les canicules surviennent plus tôt et plus tard dans l'année et donc plus souvent hors vacances scolaires en juin et en septembre. Près de 1900 écoles françaises mal équipées. Pas de volets, pas de climatisation, pas de ventilateurs ont dû fermer mardi, soit environ 3% des établissements scolaires. D'autres ont fait classe dans la cour. Plusieurs villes françaises et européennes ouvrent davantage leurs parcs, comme Paris toute la nuit, proposent des lieux avec brumisateurs ou climatisation et tâchent de contacter les personnes âgées isolées. Quelques heures plus tôt, toujours en Catalogne, la police avait signalé la mort d'un petit garçon de 2 ans qui avait été laissé plusieurs heures dans une voiture garée en plein soleil. Le bilan des décès en lien avec la chaleur prendra des mois à être estimé, mais par comparaison, les canicules de 2003 et 2022 avaient provoqué respectivement 70 000 et 61 000 décès prématurés en Europe, selon des études d'excès de mortalité. Clôturons donc cette édition par notre volet sportif. Le Real Madrid n'a pas raté son rendez-vous avec les quarts de finale du mondial des clubs en écartant de sa route la Juventus Turin 1-0 hier à Miami, récupérant ainsi par la même occasion Kylian Mbappé qui a enfin effectué ses grands débuts dans le tournoi. Mais qu'importe pour le Real qui va désormais pouvoir tranquillement préparer son quart de finale contre le Borussia Dortmund samedi prochain à East Rutherford à New Jersey. Et avec un Mbappé de nouveau opérationnel, tous les espoirs lui sont permis. Précepté de leur nouvel entraîneur Xabi Alonso. Avec un Randal Kolo Muani plus efficace, le sort de la rencontre aurait même pu basculer dès la 7e minute, mais l'international français, pourtant idéalement lancé en profondeur par le prodige turc de 20 ans, a perdu son duel avec Thibaut Courtois. Yildiz, qui avait terrassé à lui tout seul l'UED Casablanca au premier tour avec un doublé 4-1, a également fait apprécier sa qualité de frappe. Le Real a longtemps paru trop appliqué, sans génie, sans inspiration pour se montrer réellement dangereux, mais il est aussi tombé sur un gardien turinois en état de grâce. Michel Di Gregorio, qui en avait pris 5 jeudi contre Manchester City, a été impérial pour déjouer le tentative de Jude Bellingham. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.